Les diodes électroluminescentes n'obtiennent pas leur couleur de leur couverture en plastique. Et vous pouvez le voir parce que voici une diode électroluminescente transparente qui brille également de la même couleur rouge. La couleur de la lumière provient des électroniques elles-mêmes. Le boîtier permet de distinguer les différentes diodes électroluminescentes. En 1962, l'ingénieur de General Electric, Nick Holonyak, a créé la première diode électroluminescente visible. Elle brillait d'un rouge faible. Quelques années après, des ingénieurs de Monsanto ont créé une diode électroluminescente verte. Mais pendant des décennies, nous n'avions que ces deux couleurs. Ainsi, les diodes électroluminescentes étaient seulement utilisées pour les indicateurs, calculatrices et montres. Si seulement nous pouvions fabriquer du bleu, alors nous pourrions mélanger le rouge, le vert et le bleu pour faire du blanc et toutes les autres couleurs. Ainsi, les diodes électroluminescentes pourraient servir pour tout type d'éclairage dans le monde, des ampoules au téléphone, en passant par les ordinateurs, les téléviseurs et les panneaux d'affichage. Mais le bleu était presque impossible à fabriquer. Tout au long des années 60, toutes les grandes entreprises d'électronique dans le monde, de compagnies internationales comme General Electric en passant par Bell Labs, se sont précipitées pour tenter de créer la diode électroluminescente bleue. Elles savaient que celle-ci vaudrait des milliards. Malgré les efforts de milliers de chercheurs, rien n'a fonctionné. 10 ans après la première diode électroluminescente de Holonyak se sont écoulés, puis 20, puis 30, et l'espoir d'utiliser un jour les diodes électroluminescentes pour la lumière s'est estompé. Selon un directeur de Monsanto, celle-ci ne remplacerait jamais la lumière de la cuisine. Elle serait uniquement utilisée dans l'électroménager, les tableaux de bord automobiles et les chaînes stéréo pour vérifier leur état de marche. Cela pourrait encore être vrai aujourd'hui, sans l'aide d'un ingénieur qui a défié toute l'industrie et a réalisé 3 percées radicales pour créer la première diode électroluminescente bleue au monde. Shuji Nakamura était chercheur dans une petite entreprise chimique japonaise nommée Nichiya. Ils venaient de se diversifier dans la production de semi-conducteurs à utiliser dans la fabrication de diodes électroluminescentes rouges et vertes. Mais à la fin des années 80, la division des semi-conducteurs était mal en point. Ils affrontèrent des concurrents bien plus établis sur un marché saturé et perdirent du terrain. Les tensions ont commencé à monter. Les jeunes employés suppliaient Nakamura de créer de nouveaux produits, alors que les plus âgés considéraient ces recherches comme un gaspillage d'argent. Et chez Nichiya, l'argent se faisait rare. Le laboratoire de Nakamura était composé de machines qu'il avait récupérées et soudées lui-même. Les fuites de phosphore dans son laboratoire provoquaient tellement d'explosions que ses collègues avaient cessé de venir le voir. En 1988, les superviseurs de Nakamura étaient tellement désabusés par ses recherches qu'ils lui ont dit d'arrêter. C'est donc par désespoir qu'il a présenté une proposition radicale au fondateur et président de l'entreprise, Nobuo Ogawa. L'insaisissable diode électroluminescente bleue que des entreprises comme Sony, Toshiba et Panasonic avaient toutes échoué à créer. Et si Nichiya pouvait être celui qui la crée. Après avoir subi des pertes sur leurs semi-conducteurs pendant plus d'une décennie, Ogawa a pris un risque. Il a consacré 500 millions de yens, soit 3 millions de dollars, probablement environ 15% du bénéfice annuel de l'entreprise au projet de Nakamura. Tout le monde savait que les diodes électroluminescentes avaient le potentiel de remplacer les ampoules, car les ampoules, symbole universel d'une idée brillante, sont en réalité terribles pour produire de la lumière. Elles fonctionnent en faisant passer du courant à travers un filament de tungstène qui devient si chaud qu'il brille. Mais la plupart des radiations électromagnétiques se dégagent sous forme de chaleur infrarouge. Seule une fraction négligeable est de la lumière visible. En revanche, une diode électroluminescente signifie diode électroluminescente, comme son nom l'indique. Les diodes électroluminescentes créent principalement de la lumière, donc elles sont beaucoup plus efficaces. Et une diode n'est qu'un dispositif avec 2 électrodes, qui ne permet au courant de circuler que dans un sens. Voici donc le fonctionnement d'une diode électroluminescente. Lorsque vous avez un atome isolé, chaque électron de cet atome occupe un niveau d'énergie discret. Imaginez ces niveaux d'énergie comme des sièges individuels dans un stade de hockey. Et tous les atomes du même élément, lorsqu'ils sont éloignés les uns des autres, ont des niveaux d'énergie disponibles identiques. Mais lorsque vous rassemblez plusieurs atomes pour former un solide, quelque chose d'intéressant se produit. Les électrons les plus externes ressentent maintenant l'attraction non seulement de leur propre noyau, mais aussi de tous les autres noyaux. Et,
Par conséquence, leur niveau d'énergie se déplace. Donc au lieu d'être identiques, ils deviennent une série de niveaux d'énergie, étroitement espacés, mais distincts, une bande d'énergie. La bande d'énergie la plus haute avec des électrons est la bande de valence, et la suivante est la bande de conduction. Considérez-le comme le niveau du balcon. Dans les conducteurs, la bande de valence est partiellement remplie. Avec un peu d'énergie thermique, les électrons peuvent sauter dans des sièges vides, à proximité. Et si un champ électrique est appliqué, ils peuvent sauter d'un siège non rempli à l'autre et conduire le courant à travers le matériau. Dans les isolants, la bande de valence est pleine, et la différence d'énergie entre la bande de valence et la bande de conduction, la bande interdite, est grande. Ainsi, sous l'effet d'un champ électrique, les électrons sont immobiles. Il n'y a pas de siège disponible pour se déplacer dans la bande de valence, et la bande interdite est trop grande pour que les électrons puissent sauter dans la bande de conduction. Passons donc aux semi-conducteurs. Les semi-conducteurs sont comme les isolants, mais avec une bande interdite bien plus réduite. Cela signifie qu'à température ambiante, quelques électrons auront suffisamment d'énergie pour sauter dans la bande de conduction. Et maintenant, ils peuvent facilement accéder aux sièges vides à proximité et conduire le courant. De plus, les sièges vides qu'ils ont laissés dans la bande de valence peuvent aussi se déplacer. Eh bien, en réalité, ce sont les électrons à proximité qui sautent dans ces sièges vides. Mais si vous regardez de loin, c'est comme si le siège vide ou le trou se déplaçait, comme dans une charge positive, dans la direction opposée aux électrons dans la bande de conduction. Les semi-conducteurs purs ne sont pas très utiles en soi. Pour les rendre beaucoup plus fonctionnels, vous devez ajouter des atomes d'impureté dans le réseau. Ceci est connu sous le nom de dopage. Dans le silicium, vous pouvez ajouter un peu de phosphore. Le phosphore, similaire au silicium, s'intègre aisément dans le réseau, apportant un électron de valence supplémentaire. Cet électron se trouve dans un niveau donneur, juste sous la bande de conduction. Avec un peu d'énergie thermique, les électrons peuvent sauter dans la bande de conduction et conduire le courant. La plupart des charges mobiles dans ce type de semi-conducteur sont des électrons négatifs. Ce type de semi-conducteur est appelé type N, N pour négatif. Mais je dois souligner que le semi-conducteur lui-même reste neutre. La plupart des porteurs de charge mobile sont négatifs, ce sont des électrons. Il existe donc un autre type de semi-conducteur où la majorité des porteurs de charge mobile sont positifs, appelé type P. Pour obtenir du silicium de type P, on ajoute une petite quantité d'atomes de bore par exemple. Le bore s'intègre dans le réseau, mais apporte avec lui un électron de valence de moins que le silicium, et donc il crée un niveau accepteur vide, juste au-dessus de la bande de valence. Avec un peu d'énergie thermique, les électrons peuvent en quitter la bande de valence, créant ainsi des trous. Ce sont ces trous positifs qui sont principalement responsables du transport du courant dans le semi-conducteur de type P. Une fois de plus, le matériau est globalement neutre, mais la majorité des porteurs de charge mobile sont des trous positifs. Les choses deviennent intéressantes lorsque vous mettez ensemble un morceau de type P et de type N. Même sans connecter cela à un circuit, certains électrons diffuseront de N à P et tomberont dans les trous du type P. Cela rend le type P légèrement chargé négativement, et le type N légèrement chargé positivement. Il y a donc maintenant un champ électrique à l'intérieur d'un morceau de matériau inerte. Les électrons continuent de diffuser jusqu'à ce que le champ électrique devienne si grand qu'il les empêche de traverser. Et maintenant, nous avons établi la région de déplétion, une zone dépourvue de porteurs de charge mobile. Il n'y a pas d'électrons dans la bande de conduction et pas de trous dans la bande de valence. Si vous connectez une batterie à l'envers à cette diode, elle élargit simplement la région de déplétion jusqu'à ce que son champ électrique s'oppose parfaitement à celui de la batterie, et aucun courant ne circule. Mais si vous inversez la polarité de la batterie, alors la région de déplétion se rétrécit, le champ électrique diminue, et les électrons peuvent donc circuler de N à P. Lorsqu'un électron tombe de la bande de conduction dans un trou de la bande de valence, cette énergie de bande interdite peut être émise sous forme de photons. Le changement d'énergie de l'électron est émis sous forme de lumière. Et c'est ainsi que fonctionne une diode électroluminescente. La taille de la bande interdite détermine la couleur de la lumière émise. Dans le silicium pur, la bande interdite n'est que de 1 électron-volt, donc le photon libéré n'est pas visible, il est infrarouge. Ces diodes électroluminescentes sont en fait utilisées dans les télécommandes, comme pour votre télévision, et vous pouvez les capturer avec une caméra.
En remontant le spectre, vous pouvez voir pourquoi les premières diodes électroluminescentes de lumière visible étaient rouges puis vertes et pourquoi le bleu était si difficile à obtenir. Un photon de lumière bleue nécessite plus d'énergie, et donc une bande interdite plus grande. Dans les années 80, après avoir dépensé des centaines de millions de dollars à la recherche du bon matériel, toutes les entreprises d'électronique avaient fait chou blanc. Mais les chercheurs avaient au moins compris la première exigence critique, le cristal de haute qualité. Peu importe le matériau que vous utilisiez pour la diode électroluminescente bleue, il nécessitait une structure cristalline presque parfaite. Tout défaut dans le réseau cristallin perturbe le flux d'électrons. Donc au lieu d'émettre leur énergie sous forme de lumière visible, elle est plutôt dissipée sous forme de chaleur. La première étape de la proposition de Nakamura à Agawa était donc de disparaître en Floride. Il connaissait un ancien collègue là-bas, dont le laboratoire commençait à utiliser une nouvelle technologie de fabrication de cristaux, appelée dépôt chimique en phase vapeur, à partir de métal organique. Un réacteur, dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique, essentiellement un four géant, était et reste toujours la meilleure façon de produire en masse du cristal propre. Il fonctionne en injectant des molécules de vapeur de votre cristal dans une chambre chaude, où elles réagissent avec un matériau de base appelé substrat pour former des couches. Il est important que le réseau du substrat corresponde au réseau cristallin, qui est construit sur le dessus, pour créer un cristal stable et lisse. C'est un art précis. Les couches de cristal doivent souvent être aussi minces que quelques atomes seulement. Nakamura a passé 1 an au labo pour maîtriser le dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique. Mais son séjour là-bas a été misérable. Il n'avait pas l'autorisation d'utiliser le dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique, et a donc dû passer 10 de ses 12 mois à assembler un nouveau système, quasiment à partir de rien. Pire encore, ses collègues de laboratoire l'évitaient, car Nakamura n'avait ni doctorat, ni aucun article académique à son nom, car Nishia n'autorisait pas la publication. Ses collègues de laboratoire, tous chercheurs titulaires d'un doctorat, le considéraient comme un simple technicien. Cette expérience m'a motivé, a écrit Nakamura. Je me sens rancunier quand les gens me méprisent. J'ai gagné en combativité. Je ne me laisserai pas battre par de telles personnes. Il était retourné au Japon en 1989 avec 2 choses en main. 1. Une commande pour un tout nouveau réacteur dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique pour Nishia. Et 2. Un désir fervent d'obtenir son doctorat. À cette époque, au Japon, on pouvait obtenir un doctorat sans avoir à aller à l'université, simplement en publiant 5 articles. Nakamura avait toujours su que ses chances d'inventer la diode électroluminescente bleue étaient faibles, mais maintenant, il avait un plan de secours. Même s'il ne réussissait pas, il pouvait au moins obtenir son doctorat. Mais maintenant, la question était, avec le dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique en sa possession, quel matériau devrait-il étudier ? À ce moment-là, les scientifiques avaient réduit les options à 2 principaux candidats, le séléniure de zinc et le nitrure de gallium. Ces 2 éléments c'étaient des semi-conducteurs, avec des bandes interdites, théoriquement, dans la gamme du bleu. Le séléniure de zinc était l'option la plus prometteuse. Cultivé dans un réacteur dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique, il a un décalage de réseau de 0,3% avec son substrat, l'arsénure de gallium. Le cristal de séléniure de zinc avait environ 1000 défauts par centimètre carré, la limite maximale pour le bon fonctionnement des diodes électroluminescentes. Son unique problème était que les scientifiques avaient découvert plusieurs méthodes pour créer du séléniure de zinc de type N, mais aucune pour le type P. En revanche, le nitrure de gallium avait été abandonné par presque tout le monde pour 3 raisons. Il était bien plus ardu de créer un cristal de qualité supérieure. Le meilleur substrat pour faire pousser du nitrure de gallium était le saphir, mais son inadéquation de réseau était de 16%. Cela a entraîné des défauts plus élevés, plus de 10 milliards par centimètre carré. Le second problème était que les scientifiques n'avaient créé du nitrure de gallium de type N qu'avec du silicium, comme pour le séléniure de zinc. Le type P était insaisissable. Et troisièmement, pour être commercialement viable, une diode électroluminescente bleue devrait avoir une puissance lumineuse totale d'au moins 1000 microwatts. C'est 2 ordres de grandeur de plus que ce qu'aucun prototype n'avait jamais atteint. Presque tous les chercheurs se concentraient sur le séléniure de zinc entre les 2 candidats. Nakamura a examiné les options et a décidé que s'il allait publier 5 articles par lui-même, il ferait mieux de se concentrer sur le nitrure de gallium, où la concurrence était beaucoup moins féroce.
La principale revendication de ce matériau était un développement en 1972, lorsque l'ingénieur de Radio Corporation of America, Herbert Maruska, a fabriqué une petite diode électroluminescente bleue en nitrure de gallium, mais elle était faible et inefficace, donc Radio Corporation of America a réduit le budget du projet, le qualifiant d'impasse. 20 ans plus tard, l'opinion scientifique n'avait pas changé. Lorsque Nakamura a assisté à la plus grande conférence de physique appliquée au Japon, la conférence sur le sélénure de zinc comptait plus de 500 participants. Celle sur le nitrure de gallium en avait 5. 2 de ces 5 participants étaient des experts mondiaux en nitrure de gallium, le docteur Isamu Akazaki, et son ancien étudiant en doctorat, le docteur Hiroshi Amano. Contrairement au parcours académique de Nakamura, ils étaient chercheurs à l'université de Nagoya, l'une des meilleures du Japon. Quelques années plus tôt, ils ont fait une percée sur le premier problème de cristal de haute qualité. Au lieu de faire pousser du nitrure de gallium directement sur du saphir, ils ont d'abord fait pousser une couche tampon de nitrure d'aluminium. Cela a un espacement de réseau entre celui des 2 autres matériaux, ce qui facilite la croissance d'un cristal de nitrure de gallium propre sur le dessus. Le seul problème était que l'aluminium posait des problèmes pour le réacteur dépôt chimique en phase vapeur, à partir de métal organique, rendant le processus difficile à mettre à l'échelle. Mais Nakamura n'était même pas proche à ce stade. De retour à Nishiya, il ne pouvait même pas faire pousser normalement du nitrure de gallium dans son nouveau réacteur dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique. Après 6 mois, perdant espoir d'obtenir un jour des résultats, il a décidé de démonter la machine et de reconstruire lui-même une meilleure version. Ces 10 mois passés à assembler le réacteur en Floride étaient soudainement inestimables. Il a commencé à suivre la même routine chaque jour. Arriver au labo à 7 heures. Passer la matinée à souder, couper et recabler le réacteur. Passer le reste du jour à tester le réacteur modifié pour explorer ses capacités. À 19h, rentrer, dîner, se laver et dormir. Nakamura répétait cette routine tous les jours, sans prendre de week-end, ni de jour férié, sauf le jour de l'an, la fête la plus importante au Japon. Après 1 an et demi de travail continu, il est entré dans le laboratoire un jour d'hiver, à la fin de 1990. Comme d'habitude, il bricolait le matin, cultivait un échantillon de nitrure de gallium l'après-midi et le testait. Mais cette fois, la mobilité des électrons était 4 fois supérieure à celle de tout nitrure de gallium jamais cultivé directement sur du saphir. Nakamura a qualifié ce jour de jour le plus excitant de sa vie. Son astuce consistait à ajouter une deuxième buse au réacteur dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique. Les gaz réactifs de nitrure de gallium montaient dans la chambre chaude, se mélangeant à l'air pour former un déchet poudreux. Mais la deuxième buse libérait un flux descendant de gaz inerte, fixant le premier flux au substrat pour former un cristal uniforme. Pendant des années, les scientifiques n'avaient évité d'ajouter un deuxième flux au dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique, car ils pensaient que cela ne ferait qu'introduire plus de turbulences. Mais Nakamura a utilisé une buse spéciale de sorte que même lorsque les flux se combinaient, ils restaient laminaires. Il a appelé son invention le réacteur à 2 flux. Il était désormais prêt à affronter Akazaki et Amano. Mais au lieu de copier leur couche tampon en nitrure d'aluminium, son design à 2 flux lui a permis de fabriquer du nitrure de gallium, si lisse et stable, qu'il pouvait lui-même être utilisé comme couche tampon sur le substrat de saphir. Cela a, à son tour, produit un cristal de nitrure de gallium encore plus pur sur le dessus, sans les problèmes de l'aluminium. Nakamura avait maintenant les cristaux de nitrure de gallium de la plus haute qualité jamais fabriqués. Mais juste au moment où il commençait, les choses ont pris un mauvais tournant. Alors qu'il était en Floride, Nobuo Ogawa avait quitté Nishiya pour devenir président. Nobuo était un scientifique audacieux de son temps, concepteur des premiers produits de l'entreprise. C'est pourquoi il a soutenu les grands projets de Nakamura tout ce temps. Mais à sa place, son gendre, Eiji Ogawa, est devenu président directeur général de l'entreprise. Et le jeune Ogawa avait une vision beaucoup plus stricte. Un client de Nishiya a dit « Il a un mental d'acier, et il se souvient de tout ». En 1990, un cadre de Matsushita, un fabricant de diodes électroluminescentes et le plus grand client de Nishiya, a visité l'entreprise pour donner une conférence sur les diodes électroluminescentes bleues. Dans celle-ci, il a affirmé que le sélénure de zinc était la voie à suivre, déclarant que le nitrure de gallium n'avait pas d'avenir. Ce même jour, Nakamura a reçu une note de Eiji.
arrêter immédiatement le travail sur le nitrure de gallium. Eiji n'a jamais soutenu la recherche, et voulait mettre fin à ce qu'il considérait comme un gaspillage colossal. Mais Nakamura a froissé la note et l'a jetée. Et il a fait de même, encore et encore, lorsqu'une succession de notes similaires et d'appels téléphoniques sont venus de la direction de l'entreprise. Par dépit, il a publié son travail sur le réacteur à 2 flux à l'insu de Nishia. C'était son premier article. Un de fait, plus que 4. Après avoir maîtrisé la formation de cristaux, il s'est attaqué au deuxième défi, créer du nitrure de gallium de type P1. Ici, Akazaki et Amano l'avaient encore devancé. Ils avaient créé un échantillon de nitrure de gallium dopé au magnésium, mais au début, il ne se comportait pas autant en type P qu'il l'espérait. Cependant, après l'avoir exposé à un faisceau d'électrons, il s'est comporté comme un type P, le premier nitrure de gallium de type P au monde après 20 ans d'essai. Le hic, c'est que personne ne savait pourquoi cela fonctionnait, et le processus d'irradiation de chaque cristal avec des électrons était trop lent pour la production commerciale. Au début, Nakamura a copié l'approche d'Akasaki et d'Amano, mais il soupçonnait que le faisceau d'électrons était excessif. Peut-être que le cristal avait juste besoin d'énergie. Il a tenté de chauffer du nitrure de gallium dopé au magnésium à 400 degrés Celsius lors d'un processus de recuisson. Le résultat ? Un échantillon de type P complet. Cela a mieux fonctionné que le faisceau d'électrons peu profond, qui n'a affecté que les surfaces des échantillons de type P. Et le simple fait de chauffer était un processus rapide et évolutif. Son travail a aussi expliqué la difficulté du type P. Pour fabriquer du nitrure de gallium avec un dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique, vous fournissez l'azote à partir de l'ammoniac, mais l'ammoniac contient également de l'hydrogène. Là où il aurait dû y avoir des trous dans le nitrure de gallium dopé au magnésium, ces atomes d'hydrogène s'infiltraient et se liaient au magnésium, bouchant tous les trous. Ajouter de l'énergie au système libère l'hydrogène du matériau, libérant à nouveau les trous. À ce stade, Nakamura avait tous les ingrédients pour fabriquer un prototype de diode électroluminescente bleue, et il l'a présenté lors d'un atelier à Saint-Louis en 1992, et a reçu des applaudissements. Il commençait à se faire un nom. Mais même s'il avait créé le meilleur prototype à ce jour, il était plus d'une couleur bleu-violet, et toujours extrêmement inefficace, avec une puissance de sortie lumineuse de seulement 42 microwatts, bien en dessous du seuil de 1000 microwatts pour une utilisation pratique. À Nishia, la patience du nouveau président directeur général était à bout. Eiji a envoyé des ordres écrits à Nakamura pour arrêter de bricoler et de transformer ce qu'il avait en un produit. Son poste était en jeu. Mais Nakamura a continué à ignorer son ordre. J'avais réussi parce que je n'écoutais pas les ordres de l'entreprise et que je faisais confiance à mon propre jugement. À ce stade, il ne lui restait plus qu'un troisième et dernier obstacle, amener sa diode électroluminescente bleue à une puissance lumineuse de 1000 microwatts. Une astuce connue pour augmenter l'efficacité des diodes électroluminescentes était de créer un puits, une fine couche de matériaux, à la jointure PN, appelée couche active, qui réduit légèrement la bande interdite. Cela encourage plus d'électrons à tomber de la bande de conduction de type N dans les trous de la bande de valence de type P. On savait déjà que la meilleure couche active pour le nitrure de gallium était le nitrure d'indium-gallium, qui non seulement rendrait la bande interdite plus facile à franchir, mais la réduirait également juste ce qu'il faut pour ramener son écart bleu-violet à un vrai bleu. Cette fois, Akazaki et Amano n'ont pas devancé Nakamura. Ils étaient bloqués en tentant de cultiver du nitrure d'indium-gallium initialement. Amano se souvient, on disait généralement que le nitrure de gallium et le nitrure d'indium ne se mélangeraient pas, comme l'eau et l'huile. Mais Nakamura avait un avantage, sa capacité à personnaliser son réacteur dépôt chimique en phase vapeur à partir de métal organique. Cela lui a permis d'utiliser la force brute, en ajustant le réacteur pour pomper autant d'indium qu'il le pouvait sur le nitrure de gallium dans l'espoir qu'au moins une partie adhère. À sa surprise, la technique a fonctionné, lui donnant un cristal propre de nitrure d'indium-gallium. Il a rapidement incorporé cette couche active dans sa diode électroluminescente, mais le puits a fonctionné un peu trop bien, et a débordé d'électrons, les faisant fuir dans les couches de nitrure de gallium. Imperturbable, en quelques mois, Nakamura avait également résolu ce problème en créant l'opposé d'un puits, une colline.
Il les est retournés à son réacteur une fois de plus, pour fabriquer du nitrure d'aluminium-gallium, un composé avec une bande interdite plus grande qui pourrait empêcher les électrons de s'échapper du puits une fois à l'intérieur. La structure de la diode électroluminescente bleue était devenue bien plus complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. Mais elle était complète. En 1992, Shuji Nakamura avait réussi. Après 30 ans de recherche par d'innombrables scientifiques, Nakamura l'avait fait. Il avait créé une magnifique diode électroluminescente bleu brillante qui pouvait même être vue en plein jour. Elle avait une puissance lumineuse de 1500 microwatts et émettait un bleu parfait à exactement 450 nanomètres. Elle était plus de 100 fois plus brillante que les précédentes diodes électroluminescentes pseudo-bleues sur le marché. Nakamura a écrit « J'avais l'impression d'avoir atteint le sommet du mont Fuji. Nishiya a tenu une conférence de presse à Tokyo pour annoncer la première vraie diode électroluminescente bleue du monde. » L'industrie électronique a été abasourdie. Un chercheur de Toshiba a fait remarquer que tout le monde a été pris au dépourvu. L'effet sur les fortunes de Nishiya a été immédiat et explosif. Les commandes ont afflué, et à la fin de 1994, il fabriquait 1 million de diodes électroluminescentes bleues par mois. En 3 ans, le chiffre d'affaires de l'entreprise a presque doublé. En 1996, ils sont passés du bleu au blanc, en plaçant un phosphore jaune sur la diode électroluminescente. Ce produit chimique absorbe les photons bleus et les réémet dans un large spectre à travers la gamme visible. Peu de temps après, Nishiya a pu vendre la première diode électroluminescente blanche au monde, déverrouillant enfin la dernière frontière imaginée par tant de gens, l'éclairage avec diode électroluminescente. Durant les 4 années qui ont suivi, leurs ventes ont encore doublé. En 2001, leur chiffre d'affaires approchait les 700 millions par an. Plus de 60% en provenant de produits à base de diodes électroluminescentes bleues. Aujourd'hui, Nishiya est l'un des plus grands fabricants de diodes électroluminescentes au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de plusieurs milliards. Quant à Nakamura, à qui Nishiya devait le quadruplement de ses fortunes. J'ai augmenté mon salaire de 60 000 $ par semaine. Il paraît que ta prime n'était que de 170 $. Oui, pour le brevet. Tu as donc reçu une prime de 170 $ pour le brevet. Oui. Tout cela alors que la diode électroluminescente bleue générait des centaines de millions de dollars de ventes. Eiji Ogawa a toujours considéré l'individualité têtue de Nakamura comme un handicap et non comme une force. Le message était clair. En 2000, après plus de 20 ans chez Nishiya, Nakamura a quitté l'entreprise pour les États-Unis, où les offres d'emploi affluaient. Mais ses problèmes avec Nishiya n'étaient pas terminés. Il a débuté comme consultant chez Cree, une autre société spécialisée dans les diodes électroluminescentes. Nishiya était furieux et l'a poursuivi pour divulgation de secrets d'entreprise. Nakamura a répondu en contre-attaquant Nishiya pour ne l'avoir jamais correctement rémunéré pour son invention, réclamant 22 millions de dollars. En 2001, les tribunaux japonais ont tranché en faveur de Nakamura et ont ordonné à Nishiya de lui verser 10 fois sa demande initiale. Mais Nishiya a fait appel et l'affaire s'est réglée avec un dédommagement de 8 millions de dollars. Au final, cela a seulement couvert les frais juridiques de Nakamura. C'est tout ce qu'il a obtenu pour une invention qui représente maintenant une industrie de 80 milliards de dollars. Des lumières de la maison aux lampadaires. Pendant que vous regardez cette vidéo sur un téléphone, un ordinateur ou une télévision, si vous êtes à l'extérieur en suivant les feux de circulation ou les affichages, il y a de fortes chances que vous comptiez sur les diodes électroluminescentes bleues. Nous en recevons peut-être même trop. La lumière bleue des écrans avant le coucher peut perturber votre rythme circadien, selon certaines mises en garde. Tout cela provient de la diode électroluminescente bleue en nitrure de gallium. Mais en ce qui concerne l'éclairage, il n'y a pas d'inconvénient à une ampoule incandescente ou fluorescente,
elles sont bien plus efficaces. Elles durent beaucoup plus longtemps, sont plus sûres à manipuler et sont entièrement personnalisables. 30 ans après la première diode électroluminescente blanche, les ampoules haut de gamme d'aujourd'hui vous permettent de choisir entre 50 000 nuances différentes de blanc. Plus important encore, leur prix a baissé pour n'être que de quelques dollars de plus que les autres types d'ampoules. Et avec leur efficacité, avec une utilisation quotidienne moyenne, et le prix de l'électricité, vous pouvez récupérer ce coût en seulement 2 mois et continuer à économiser pendant des années après cela. Il en résulta une révolution de l'éclairage. En 2010, seulement 1% des ventes d'éclairage résidentiel dans le monde étaient des diodes électroluminescentes. En 2022, c'était plus de la moitié. Les experts estiment que dans les 10 prochaines années, presque toutes les ventes d'éclairage seront des diodes électroluminescentes. Les économies d'énergie seront énormes. L'éclairage représente 5% de toutes les émissions de carbone. Un passage complet aux diodes électroluminescentes pourrait économiser environ 1,4 milliard de tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer presque la moitié des voitures du monde de la route. Aujourd'hui, les recherches de Nakamura portent sur la prochaine génération de diodes électroluminescentes, les microdiodes électroluminescentes et les diodes électroluminescentes ultraviolettes. Alors, qu'est-ce qu'il fabrique là-dedans ? La diode électroluminescente est un dispositif de puissance. C'est l'une des meilleures installations aux États-Unis. Et c'est à cause de toi. Eh bien, quelle est la taille standard d'une diode électroluminescente ? 300 x 200 microns. Le plus petit est de 5 microns. C'est incroyablement minuscule. En résumé, l'hypothèse 300, il peut être utilisé pour des affichages proches de l'œil, tels que la réalité augmentée et virtuelle. Un écran rétinien pourrait être présent ici, qui est vraiment une toute petite diode électroluminescente. Les diodes électroluminescentes, ultraviolettes, pourraient être utilisées pour stériliser des surfaces comme dans les hôpitaux ou les cuisines. Allumer les lumières. Ultraviolettes suffirait à tuer les agents pathogènes en quelques secondes. Avec le Covid-19, les entreprises de diodes électroluminescentes UV voient le prix voient le prix des actions monter en flèche car tout le monde s'attend à utiliser ces diodes électroluminescentes ultraviolettes. Nous pouvons stériliser tout le Covid-19, vous savez. Pour tout ce qui est là, nous utilisons du nitrure d'indium-gallium. Pour les ultraviolettes, nous utilisons du nitrure de gallium-aluminium. Parce que la bande interdite est beaucoup plus grande. Penses-tu que c'est ce qui arrive ? Ça fonctionne, mais le coût est sûrement trop élevé. L'efficacité est de moins de 10%. Mais si l'efficacité augmente à plus de 50%, le coût est presque comparable à celui d'une lampe au mercure. Vous pensez donc que ça arrivera ? Que l'efficacité va augmenter ? Oui, je pense que oui, c'est juste une question de temps. Oui, je pense que oui. Et il s'attaque même à l'un des plus grands défis de notre époque. Juste de la physique, moi aussi. J'étudie la fusion nucléaire, c'est donc là que j'ai commencé l'entreprise de fusion nucléaire. Oh oui, l'année dernière. Pas possible non. En 2014, Nakamura, Akizaki et Amano ont reçu le prix Nobel de physique pour la création de la diode électroluminescente bleue. Peu de temps après, Nakamura a publiquement remercié Nishia pour son soutien à son travail, et il a proposé de lui rendre visite et de se réconcilier, mais ils ont refusé son offre, et aujourd'hui leur relation est toujours tendue. Mais peut-être encore plus important que le prix Nobel, au moment où Nakamura a sorti sa diode électroluminescente bleue en 1994, il avait publié plus de 15 articles, et il a finalement reçu son doctorat en ingénierie. Aujourd'hui, il a publié plus de 900 articles. Tout au long de son parcours, une chose n'a jamais changé. Quelle est ta couleur préférée ? Oh, bleu. Était-ce toujours bleu, ou seulement après avoir fabriqué la diode électroluminescente ? Je suis né dans un village de pêcheurs. Village de pêcheurs. Devant la maison se trouve l'océan, déjà bleu.